Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le lundi 10 février, il est l'heure de l'info. Les vitraux de 3 églises meusiennes sont éclairés tous les soirs grâce au parcours vitrail, un exemple à Ligny-en-Barrois. Découvrez les maisons colorées de Brouzeval, ces anciennes habitations ouvrières ont été repeintes, vous le verrez. En fin de journal, vous en avez l'habitude, c'est l'Infosport avec Gaël Bossu. Au programme ce soir, du foot, du trail, du tennis et du volley. Depuis son lancement il y a 2 ans, le parcours vitrail continue d'illuminer les vitraux des églises meusiennes. Depuis ce début d'année, dans 3 villes du sud meusien, plusieurs lieux de culte sont éclairés. L'association Esperluette organise des parcours autour de ces différentes églises pour expliquer l'histoire et la signification de ces vitraux. Exemple à Ligny-en-Barrois avec Léo Martin. Les vitraux comme vous ne les avez jamais vus. Depuis plusieurs années, le parcours vitrail permet de mettre en lumière l'architecture des églises, mais surtout de leurs vitraux. Pour la première fois, l'initiative a été mise en place à Ligny-en-Barrois. Ces représentations bibliques y sont éclairées de l'intérieur vers l'extérieur et les lumières de la rue sont éteintes. Un moyen de mieux admirer ces œuvres d'art. Ça donne à voir les vitraux comme on les a jamais vus, avec de la distance, avec un rapport avec l'ensemble de l'église. Et tout le monde peut, juste en faisant le tour de l'église, découvrir les merveilles qu'il y a dedans. Ce qui me touche aussi, c'est que, il faut se déplacer. Si on aime les vitraux d'une église, on est emmené à aller voir celle d'à côté, et puis celle d'à côté. Et c'est pas délocalisable, c'est lié avec un territoire et avec les gens qui habitent là. S'ils en avaient eu les moyens techniques, les bâtisseurs des cathédrales auraient adoré qu'on éclaire leurs vitraux comme cela. Au total, plus d'une trentaine de personnes se sont réunies pour écouter l'histoire des vitraux. Donc en fait, il faut comprendre qu'un vitrail ne dépasse pas 1 mètre carré. Pour la commune, cette initiative est importante pour mettre en avant le patrimoine local. C'est très important. Le Ligny-en-Barrois est riche de patrimoine et quelquefois un peu oublié ou on passe tous les jours devant, donc il faut avoir un nouveau regard. Et là, c'était l'occasion de remettre en valeur les vitraux depuis l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi toutes les richesses intérieures de l'église. C'est aussi entre le cultuel et le culturel, et il est important que le culturel soit mis en valeur. Alors, ça peut être un tourisme à développer, mais c'est aussi, on se rend compte qu'on ne met pas assez en valeur notre patrimoine pour justement créer ce tourisme intérieur sur la Meuse. Et puis quelquefois mettre en valeur même au-delà des frontières de la Meuse. En plus de l'église de Ligny-en-Barrois, celles de Stainville et de Fouchères-aux-Bois seront également éclairées jusqu'au 16 mars. Direction Brouzeval, à présent en Haute-Marne, où le maire du village a décidé en 2022 de lancer l'opération Façade. Son but était de repeindre les maisons ouvrières du village, symbole de la métallurgie, accompagnées des collectivités locales, du conseil d'urbanisme et des fonds européens. Elles sont aujourd'hui terminées, regardez. Vert, jaune ou bleu, les maisons Coron ont fait peau neuve à Brouzeval. Le maire a décidé de repeindre ces habitations et de leur donner une seconde vie. Son objectif était de conserver l'histoire métallurgique de la région et d'y donner un coup de pinceau. La coloration du bâti m'a toujours attiré, donc aussi bien dans les pays comme l'Alsace, dans des pays comme l'Italie. Ce chatoiement de couleurs donne de la clarté, de la gaieté. Notre village se caractérise autour de l'esprit de l'homme et du fer, et plus particulièrement de la fonderie. Et donc on est sur une rue principale de notre village qui bénéficie d'une structure bâtie type coron, qui caractérise aussi l'esprit de la fonderie dans ces villages ouvriers. Donc l'intérêt pour nous, c'était effectivement de donner de la clarté, de donner de la couleur à ce patrimoine. Lancées en 2022, les peintures ont été achevées en fin d'année dernière. Concernant des habitations privées, le projet a été porté par la commune pour pouvoir bénéficier des aides et subventions. Le Fonds européen d'action de développement de l'économie rurale a financé 48 des 70 000 € nécessaires à la réalisation de l'opération.
Le comité de programmation des fonds leaders s'est dit il faut aider ce projet parce qu'il est vraiment exactement ce que l'on veut voir se réaliser sur nos territoires. Il paraissait évident que aider un projet à caractère patrimonial qui met en valeur l'habitat lié à la métallurgie, ça nous paraissait vraiment très intéressant, et le coup de fraîcheur que ces couleurs apportent à Brousseval, c'est très important pour ceux qui connaissent Brousseval avant et après. On ne peut être que très content de cette amélioration. Chaque propriétaire occupant ou bailleur est venu choisir sa couleur, s'approprier l'esprit de la démarche et la cautionner. On n'a pas eu de refus et tout le monde a été content. Au total, une cinquantaine d'habitations de la rue du Général de Gaulle ont bénéficié de cette opération façade. Située en entrée de village, l'objectif est de renforcer son attractivité. Le ressenti des gens concernés ne s'exacerbe pas d'une façon catégorique. Par contre, nous ne recevons que des éloges, des gens de passage, des gens qui ont connu Brousseval, des autorités qui traversent notre village et qui sont particulièrement agréablement surpris de la rénovation et du cliché que ça apporte. Et la perspective serait de caractériser l'ensemble de cette forme de typologie d'habitation pour que ça soit une particularité qui caractérise notre village et qui, comme je le dis toujours, incite les gens non seulement à y passer, mais à y rester. Pour poursuivre l'embellissement de la commune, le prochain objectif de la mairie est d'obtenir une deuxième fleur de village fleuri. C'est inscrit dans la devise républicaine, l'égalité. Pourtant, les inégalités sont encore présentes, qu'elles soient économiques ou sociales. C'est pourquoi, début mars, le centre socio-culturel de Saint-Dizier relayera la Semaine nationale de l'égalité. Les détails avec Janice Gallard. De nombreuses inégalités sont encore bien présentes dans la société. Pour sensibiliser à cette thématique, le Centre socio-culturel de Saint-Dizier proposera du 3 au 8 mars une semaine de l'égalité, un événement national organisé à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes. Le but est d'améliorer les comportements. La période nous fait parler homme-femme, femme-homme, mais l'idée aussi c'est de se dire qu'il y a encore des personnes qui ne peuvent pas participer à certaines activités parce qu'il y a des barrières qu'il faut lever. Par exemple, on a une stagiaire qui va travailler sur la langue des signes. Et comment on accueille une personne sourde et muette dans nos activités, comment on peut l'accueillir au mieux pour qu'elle se sente à l'aise et intégrée au groupe. C'est important parce qu'on se rend compte que les sources de conflits, c'est l'incompréhension des gens. Les gens ne se comprennent pas, ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi telle ou telle personne vit de cette façon. Et en fait, l'idée, c'est de se faire rencontrer les gens pour qu'on comprenne pourquoi et comment ils vivent. Diverses activités y seront proposées, comme des expositions ou des animations sur le ton humoristique. Dans les nouveautés de cette année est organisé un atelier slam dans lequel participeront les collégiens. Durant cette semaine, les activités sont ouvertes à tous. Nous sommes lundi, il est l'heure de l'Infosport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Comme chaque lundi, je vous embarque pour 10 minutes de sport 100% local. On va revenir sur tous les résultats de la semaine. Alors au programme ce soir de l'Infosport, du foot, du volley et du trail. Mais on débute tout de suite avec de l'escalade et une petite déception en championnat de France de bloc. Elle s'est arrêtée en demi-finale à Anse ce week-end dans le Rhône. La Chaumontaise Flavie Coho espérait relancer un petit peu la confiance après une année 2024 compliquée pour elle. Mais son manque de rythme, souvent dans les finitions, lui a coûté la place en finale. Elle s'arrête en demi, évidemment très déçue. Chez les hommes, un autre Chaumontais, Florent Béguinet, était en lice, mais pour lui, être déjà à ces championnats de France était déjà une très belle réussite. Il n'est pas parvenu à sortir des qualifications. Alors eux se sont qualifiés justement pour les championnats de France. 6 athlètes porteront les couleurs haut-marnaises en cross-country. Ouais, une belle moisson pour Athlé 52 aux demi-finales ce week-end autour du lac d'Arnay-le-Duc en Côte d'Or. Ils sont effectivement 6 à avoir décroché leur ticket pour l'épreuve nationale. Frédéric Valzac chez les Masters, Kevin Henry sur le cross-court, Yanis Bouigaden, Margot Chakowski et Félicie Coma en junior et enfin Alexandre Abdel Sayed en cadet. On a fait le tour. Les France, ce sera en Vendée à Chaland précisément les 1er et 2 mars prochains. On suivra ça bien sûr et tu nous en reparleras dans l'Infosport. On ouvre la page des sports collectifs à présent et du football. Marnaval qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul. Ouais, malheureusement, 15e journée de Régional 1 ce dimanche au stade Charles Jacquin. Marnaval recevait les Mosellans du Cange, un adversaire direct pour le maintien. Après 3 mois sans victoire, les
Rouges se sont plutôt montrés offensifs, mais toujours un peu imprécis dans les derniers mètres, comme depuis le début de la saison. Jusqu'à la dernière minute, les joueurs d'Antoine Briard ont essayé et se sont procurés de belles occasions. En vain, match nul 0-0 qui arrange d'ailleurs bien plus les visiteurs que les locaux, d'autant que l'arbitrage largement discutable sur le match est venu renforcer la frustration des Marnavalais. On l'écoute. C'est frustrant, on perd 2 points. Si on gagnait, on passait devant Uckange. Il y avait largement la place. Encore une fois, c'est malheureux. Il va falloir se remettre nous aussi à travailler, à rechercher les points à Chaumont dès dans 15 jours. Et puis voilà. Mais encore une fois, nous, on est beaucoup déçus par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain au niveau des arbitres. Franchement, c'est flagrant, c'est inadmissible. J'arrive même pas à comprendre comment c'est possible en fait. Ça va être une finale à chaque match, on va tout donner à chaque match, essayer de grappiller des points contre les gros, gagner à domicile le plus de fois possible. Et puis après, ça dépendra pas que de nous, il y a les autres équipes aussi. Donc on va tout donner, on va rien lâcher. De toute façon, c'est Marnaval, c'est comme ça. Et dans le même temps, Éclaron s'est incliné chez le leader sparnacien, tandis que Chaumont est tombé 2-1 face au Marnais de Fagnières. Place à la Coupe du Grand Est le week-end prochain avec les 32e de finale. Handball à présent avec seulement une victoire sur les 4 matchs du week-end. Oui, ce sont les Langroises qui sont venus sauver l'honneur de ce week-end. Victoire écrasante face à Sedan, la Lanterne Rouge. En pré-national toujours, défaite pour Chaumontaise et Chevillonnais face à Pont-à-Mousson et Metz. En national 3, les Barisiennes, elles tombent de 6 buts en Alsace. En volley, par contre, le sans faute continue pour le CVB 52. Ouais, là, 6 victoires d'affilée et toutes sur le score de 3-7-0, comme ça c'est réglé. Samedi soir à domicile face à Narbonne, le CVB n'a pas toujours été parfait, mais a assuré l'essentiel. 25-16 dans le premier set, puis 31-29 dans un second set accroché. Et enfin 25-22 au troisième, conclu sur une attaque en pipe de Mathis Hainaut. Vous allez le voir, Chaumont reste co-leader du championnat avec Montpellier et Tourcoing. Prochain match dès demain soir pour le CVB en quart de finale de CEV Cup avec la réception des redoutables Italiens du Trentino. Alors tu y seras et vous pourrez retrouver un résumé de ce match aller mercredi soir dans votre journal. Place au grand format de la semaine. Il vous parlera sûrement, si vous avez grandi dans les années 80-90. Ouais, les fameuses vignettes Panini, j'imagine que tu connais, Paul, symbole enfantin de tous les fans de football depuis la fin du XXe siècle. Et bien figure-toi que de plus en plus de clubs amateurs créent leurs propres vignettes à l'effigie de leurs joueurs. Des albums qui donnent le sourire et qui font souvent carton plein. Illustration à Bar-le-Duc et à Marnaval. Il y a moi ici, regarde. Les stars, ce sont elles. Elles n'ont pas encore 13 ans, mais les handballeuses de l'ASPTT Bar-le-Duc ont le droit à leur propre album de vignettes à collectionner. Enfant, on est plein de fois, on est là. Mais oui, vraiment. C'est un peu stylé. Ouais, et puis aussi, on est un peu fiers, du coup. Déjà, quand on voit, par exemple, nos têtes sur un journal, on est contente. Alors maintenant, sur un cahier et sur des vignettes comme ça, on est un peu content, on va dire, quand on ouvre, parce qu'on a un peu envie de se retrouver dans le paquet. Puis en plus, c'est bien, parce que du coup, on peut faire des échanges et tout ça. Comme elle, les 376 licenciés et bénévoles du club ont leur place dans cet album qui rappelle les fameuses vignettes Panini. Succès immédiat. En quelques jours, toutes les vignettes commandées ont été dévalisées. On est en rupture de stock de vignettes un peu partout, donc ça marche plutôt très bien. Les gamins sont super réceptifs, les adultes aussi. Là, les seniors filles, on s'est changé même les vignettes pour aller en déplacement. De les voir sourire comme ça, ça fait super chaud au cœur. Et puis on se dit on a vraiment mené le projet pour quelque chose et c'est super valorisant, je trouve, pour la sauce de faire ça. Un projet peu commun que les clubs amateurs adorent depuis plusieurs années. C'est vraiment destiné à tous les gens du club, parce qu'il y a des gens qui sont seniors, vétérans, qui sont en club depuis 10 ou 20 ans, qui sont très attachés au club. Et pour eux, c'est une façon d'avoir aussi un souvenir de leur pratique sportive. On constate souvent qu'il y a autant d'intérêt, voire plus chez les seniors et les vétérans que chez les U11. Même succès au club de foot de Marnaval, à tel point que des bourses d'échange ont vu le jour dans le clubhouse pour que chacun puisse compléter son album. On a eu pas mal de doubles et on n'a pas complété complètement l'album. Donc effectivement, on vient pour aujourd'hui, c'est la bourse d'échange, donc on vient pour échanger et essayer de trouver le Graal, c'est-à-dire l'étiquette de mon fils que je n'ai encore pas. Et après quelques négociations... On l'a deux fois. Je vais prendre les deux. J'ai eu la 174, non sans mal. Il n'y a plus qu'à finir l'album, il nous en reste vraiment plus beaucoup, c'est parfait. Arrivé il y a 3 mois, les vignettes ont dû être approvisionnées plusieurs fois. En tout, près de 7000 ont été vendues. Le but principal, oui, c'était ça, de voir les parents retrouver le plaisir quand ils étaient enfants et les enfants pouvoir découvrir ce système qui,
avec le temps, c'était un peu perdu, quoi, je trouve. Puis là, comme vous pouvez le voir, même les parents, les adultes, tout le monde se prend au jeu. Non, franchement, c'est cool. Lancée dans les années 50 en Italie, la magie des albums Panini n'est pas près de s'éteindre. De quoi donner des idées aux nombreux clubs qui nous regardent sur notre territoire. Quelques images de tennis aussi ce week-end. Oui, le CO Saint-Dizier accueillait le 3e tour du Grand Prix régional jeune. 20 filles de tout le Grand Est et alentour aussi qui étaient en compétition. Parmi elles, 3 bragardes qui ont fini 3e, 6e et 9e dans le tableau moins de 18 ans. Et dans ce tableau de moins de 18 ans, on retrouvait une jeune fille qui a seulement 10 ans. Ouais, c'est impressionnant. À tout juste 10 ans, Mendes Le Sourd fait partie des toutes meilleures joueuses françaises de son âge, si bien qu'elle joue régulièrement contre des filles plus âgées, voire même des adultes. Il y a quelques semaines, nous sommes allés à la rencontre de cette nouvelle pépite bragarde. Regardez. Ne vous fiez pas à son visage encore enfantin, elle pourrait bien vous surprendre, raquette à la main. À tout juste 10 ans, Mendes fait partie des toutes meilleures françaises de son âge. Fille d'une mère déjà joueuse de tennis au niveau national, l'aventure de la jeune Mendes et de la petite balle jaune commence à ses 6 ans. Ma mère, elle m'a montré son club de tennis. J'ai pris une raquette et une balle dans le loco et j'ai jamais voulu lâcher la raquette. 4 ans plus tard, Mendes a toujours la raquette dans la main et la manie plutôt très bien. Meilleure joueuse de son âge dans le Grand Est, elle se rapproche petit à petit du plus haut niveau français. Très bien, elle fait partie des enfants qui loupent pas. Il y en a qui loupent beaucoup parce qu'ils ne sont pas concentrés. Et elle a quand même la qualité de ne pas louper. C'est-à-dire que la balle, elle va toujours dans le terrain. Donc ça fait bon. Là, c'est quand même la base au tennis. Hein. Faut que la balle, elle tombe dans le rectangle. Donc ça c'est sa grosse qualité. Elle loupe pas et elle court bien. Qui renvoie sur l'autre copain et ça revient sur moi. Et à partir de là... Mendes n'a beau être qu'en CM2, son emploi du temps est déjà surchargé. Entre les voyages, les entraînements et la famille, la vie de jeune joueuse de haut niveau n'est pas toujours simple à gérer pour les parents. Alors nous, on a déjà une famille de 4 enfants. Donc déjà, il faut une grosse organisation, très grosse même, parce que Mendes, c'est de l'entraînement tous les jours, voire 2 fois par jour. C'est les tournois tous les week-ends quasiment. Et nous, comme je vous dis, on a 4 enfants, donc c'est une grosse organisation. Et en termes de budget, c'est aussi très compliqué. 15 000 €, c'est ce que représente déjà une saison de tennis pour Mendes. Un investissement pour l'avenir, même si le chemin vers le haut niveau est encore immense. C'est surtout en grandissant qu'on va voir quel chemin elle voudra vraiment prendre. Pour l'instant, elle veut, c'est normal, elle est jeune, elle rêve, elle veut aller au haut niveau. Après, il faudra voir quand elle va surtout prendre de l'âge et voir si ça va, si elle aime toujours, si elle a toujours autant de détermination, autant de plaisir et autant d'envie. Et quand on lui demande ce dont elle a envie? Professionnelle, parce que j'ai envie d'être une star. C'est bien quand tu joues sur un terrain, tout le monde te regarde. C'est sympa. Avant d'avoir les yeux du monde rivés sur elle, Mendes a encore un long chemin à parcourir. Peut-être qu'un jour, le tennis exaucera ses rêves d'enfant. La réussite, c'est tout ce qu'on souhaite à Mendes et on clôture cette chronique avec un résultat de trail dans un superbe cadre. Ouais, dimanche matin, c'était grand soleil au-dessus du lac du Der et au port de Nemours se déroulait la 3e édition du trail du phare organisée par Ravel 52 et le Yachting Club du Der. Au total, 340 participants quand même étaient au rendez-vous sur les 3 formats de course au bord du lac et évidemment, il fallait faire le tour du phare pour valider l'arrivée. Sur le 8 km, c'est le local Loïc Vallée qui s'est imposé, tandis que vous allez le voir, c'est le Chalonnais Cédric Méli qui a remporté le 17 km. Prochain rendez-vous trail, ce sera début mars avec la reprise à Heurville-Bienville. Merci Gaël, on te retrouve lundi prochain pour un nouvel Infosport. Bonne semaine à tous, à lundi. C'est la fin de votre journal, merci de nous avoir suivis. Tout de suite la météo et l'information continue sur Puissance Télévision. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.